Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 17 octobre. Comment faire face à la pollution des rivières et du lagon de Tahiti? L'association Mama Natura a déposé plusieurs plaintes en espérant des réponses judiciaires. L'hôpital de Taoné, premier ambassadeur du don d'organes dans le bassin pacifique, un label qui permet d'encourager les familles à faire le pas car le taux de refus reste important. Il sera question d'électricité ce soir dans Te Hono Ta'amotu. La société Te Uira Api no Te Motu gère la production de Raiatea, Taha'a et Huahine. Taotha Edmonds, directeur général délégué, sera en direct de Raiatea pour nous parler de l'hybridation des centrales. Le Salon du Livre, une aubaine pour les auteurs heureux de présenter leurs ouvrages. Le chercheur Daniel Margueron vient d'écrire Tahiti, une vie au fil de sa littérature. Enfin, nous irons découvrir les clichés d'un photographe aventurier après son séjour à Rapa, aux Australes. Ces photos ont fait l'objet d'une exposition à Paris. Des déchets qui défigurent les rivières ou étouffent les lagons de Tahiti, l'association Mama Natura ne sait plus comment sensibiliser les autorités. L'association ne baisse pas les bras pour autant et continue de dénoncer la pollution générée par les chantiers ou les dépotoirs sauvages. Les lagons ne sont pas épargnés, comme à Punauia, près du parc Waire'i. En juin dernier, 448 batteries usagées avaient été sorties de l'eau. Melissa Chong, Patrick Tinsing. 450 batteries et 8 tonnes de déchets ont été ramassés en mai dernier sur cette parcelle située à 2 pas du parc Waire'i. Ici, plusieurs familles se sont installées sur un terrain domanial non desservi par les poubelles municipales. Résultat, des monticules de détritus réapparaissent au fil du temps quand ils ne partent pas en fumée. Nous, on brûle nos déchets. Comme on ne veut pas nous installer des bacs pour des déchets encombrants et verts, du coup, on est obligé de brûler. Mais si on brûle, on dit que nous, on pollue la nature. Mais Peihoro, il pollue plus la nature. Adeline Yvon, présidente de l'association Mama Natura, a pourtant tiré la sonnette d'alarme auprès du pays, propriétaire de la parcelle. C'était en janvier dernier. J'attends qu'il y ait des actions en justice et qu'il y ait des condamnations parce que voilà, c'est pour la santé de tous, pour nous, pour nos enfants. Donc avant de vouloir développer la Polynésie avec le tourisme, il faut déjà essayer d'avoir, on va dire, une île propre et aussi les embouchures des rivières aussi qui sont polluées. Là récemment, la rivière du côté en haut des quartiers de Te Papa, c'est un dépotoir à ciel ouvert et là il y a les pluies et on sait très bien que les déchets vont finir où? Dans le lagon. Jusqu'à présent, les signalements ont toujours été traités en temps et en heure. Maintenant, il faut quand même avoir conscience d'une chose, c'est qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen et qu'il y a quand même d'abord et avant tout une responsabilité individuelle des gens, à savoir que quand on jette une peau de banane, la nature, elle peut le prendre en charge. Quand on jette des bouteilles plastiques, forcément, ça n'est pas possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que la direction de l'environnement a mis en place plusieurs textes visant à la réduction de la quantité de déchets de cette nature. Sur les 3 dernières années, l'association Mama Natura a déposé 3 plaintes, l'une concernant ce site de Punauia, une autre pour le dépotoir de Papara et enfin une dernière concernant une entreprise de BTP à Tiperui. Mais pour l'heure, aucune de ces plaintes n'a abouti. L'incivisme dénoncé aussi par les bénévoles d'une autre association, Poihere Te Natura, qui œuvre en montagne. Le refuge Whareata, situé à 1800 mètres d'altitude sur le sentier de Waire'i, révèle les comportements des marcheurs. Article à retrouver sur notre site internet. L'hôpital de Taoné, premier ambassadeur du don d'organes dans le bassin pacifique. Cette labellisation décernée par le collectif Greffe Plus permet de valoriser le don d'organes pratiqué au CHPF depuis 13 ans maintenant. Chiquita Teiva, Marcel Bonneau. L'hôpital du Taoné, ambassadeur du don d'organes. Une reconnaissance pour l'engagement de plusieurs services médicaux allant du prélèvement d'organes à la transplantation. Depuis 2013, 177 greffes de reins ont été réalisées au CHPF. C'est plus que ce qu'on faisait avant, puisque 20 ans auparavant, on faisait de la greffe, mais en métropole, et on n'en avait eu qu'une centaine. Et là, en 10 ans, on en a fait plus. Néanmoins, on a 70% de refus à chaque fois. Et ça, depuis 2013, ça n'a pas bougé.
D'où la sonnette d'alarme en disant qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour expliquer que c'est quelque chose qui sauve des vies. 70% des familles polynésiennes refusent le don d'organes. Du coup, plusieurs patients transplantés sont venus témoigner de leur renaissance. Claudia a reçu une greffe de rein, Valérie et Loïc, une greffe du foie. Je remercie mon donneur qui m'a sauvé la vie. Là, ma mission maintenant, parce que ça m'a sauvé, c'est de promouvoir le don d'organes. Il faut donner. Il ne faut pas avoir ce tabou suivant, comme quoi, eh bien, on serait soit puni ou mal vu par la société, par notre religion, par notre famille elle-même. Il faut aller au-delà de ça et penser qu'effectivement, notre corps, si jamais une fois on meurt et que les organes peuvent être récupérés, ils peuvent resservir à quelqu'un qui est en attente de greffe. La Polynésie ne compte pas moins de 600 dialysés. 110 d'entre eux attendent toujours une greffe de rein. Ici, c'est pas encore rentré dans la culture, c'est pas encore ancré qu'ici, on peut sauver en donnant des organes et qu'on peut aider des familles à passer un cap pas facile à vivre. Si le CHPF a pu réaliser autant de transplantations de reins et sauver des vies, c'est grâce à la générosité des donneurs. 139 étaient des donneurs décédés, 39 des donneurs vivants. Après 2 journées de réflexion collective, place à la restitution des débats. 18 propositions ont émergé après le colloque sur l'accès à la propriété foncière. Parmi les pistes évoquées, une convention État-pays pour faciliter l'accès au registre de l'état civil ou encore la mise en place d'une filière universitaire permettant la formation de géomètres. Les propositions sont disponibles sur le site internet de l'Assemblée. Les précisions d'Anthony Géros, le président de l'institution, il répond à Gilles Taoutou. Essayer ensemble de voir quels sont les sujets qui pourraient nous permettre de déboucher sur des actes concrets, notamment qui touchent dans le domaine de compétences des élus, aux lois de pays, aux délibérations et dans le domaine de compétences de la sphère exécutive, donc aux arrêtés du gouvernement, aux arrêtés du président. Donc ce sont donc des points de réflexion qui vont nous permettre dans les jours à venir de décliner en fait ces points de réflexion en action. Allez, place à notre rubrique Te Honota Amotu. Et ce soir, direction Raiatea, on va rejoindre le directeur général délégué de la SPL, Teuira Api Notemaumotu. Bonsoir Taota Edmonds. Votre ambition est d'entamer la transition énergétique des îles sous le vent. Vous voulez créer des centrales hybrides et votre premier chantier, c'est Huahine, c'est ça? C'est bien cela. Donc on va démarrer par Huahine. L'année prochaine, on va démarrer l'hybridation de la centrale de Arwa à Raiatea et puis celle de Ta'a. Alors après, il y aura bien sûr Tubuai et Rurutu, sous réserve d'avoir obtenu le fonds de transition énergétique, le FTE. L'objectif, c'est de verdir la production d'électricité? C'est bien ça. Donc on a pour objectif dès fin 2027 d'atteindre plus de 50% d'énergie renouvelable dans l'ensemble de nos îles. Donc c'est Raiatea, Ta'a, Huahine, Rurutu et Tubuai prochainement. Les financements proviennent notamment du Fonds de transition énergétique octroyé en 2023 par l'État. Plus de 7 milliards versés sur 4 ans. Combien de temps vont durer ces installations? Alors, les installations ont une durée de vie minimum de 20 ans. Donc, ça va permettre d'amortir un peu les aléas d'augmentation du prix du gasoil dans les années futures. Oui, vous avez commencé par couvrir des toitures et maintenant ce sont des champs de panneaux solaires. Il y a assez d'espace pour concrétiser ces projets?
Oui, donc on a déjà finalisé, c'était le point le plus important, c'est de finaliser le terrain. Hein, donc ça, c'est une chose faite dans l'ensemble des motus. Maintenant, place à la réalisation. Et vous gagnez du terrain, hein, puisque vous vous êtes implanté aux Australes également. En tant que société publique locale, est-ce que l'on peut parler de concurrence avec EDT? Alors, on n'est pas en concurrence avec EDT. Nous sommes une société, bien sûr, avec des capitaux publics, mais gérée comme une société anonyme. Donc là, c'est ce qu'on appelle une société in-house, parce que ce sont les communes directement qui nous ont confié les concessions de distribution électrique de l'ensemble de ces îles. Vous parvenez à faire fléchir les tarifs? On espère faire fléchir avec la transition énergétique. C'est clair qu'aujourd'hui, on ne pourra pas faire baisser le prix du kilowattheure. La subvention de l'État permet d'équilibrer le tarif solaire avec celui du diesel. Mais on sait bien que demain, le prix du gasoil va grimper dans 5-10 ans. Donc, obligatoirement, les prix vont monter. Mais nous, on espère faire baisser le prix du kilowattheure ou au moins le rendre stable. Merci. C'est l'économie de demain. Merci beaucoup, Taotra Edmunds, d'avoir été avec nous ce soir. Et ainsi se referme notre rubrique Tehono Ta'amutu. Octobre rose, célébré par les Matahiapo du centre Orchidée de Taunoa. Une quinzaine de résidents de la maison d'accueil ont fabriqué des décorations, symbole de soutien à la lutte contre le cancer du sein. Ils ont reçu pour l'occasion la visite des jeunes de l'école adventiste Tiarama. La Polynésie française compte en moyenne 199 cas de cancer du sein par an. Le collège-lycée Lamennais célèbre 165 ans d'histoire. Le 17 octobre 1860, les premiers frères de l'instruction chrétienne arrivaient à Tahiti. Ce matin, les 40 classes du collège ont marché jusqu'à l'église Maria Notehau pour une messe. Les lycéens sont restés sous le préau avec les enseignants, le personnel et les frères pour un moment de prière. Un jeu a ensuite été organisé pour mieux connaître l'histoire et la mission des frères de Plohermel dans le monde. Et ce soir, place à un spectacle festif. Taïva Ribé a pu ressentir la joie dans l'établissement ce matin. Écoutez ces témoignages. C'est les 165 ans des frères de Lamennais et avec notre classe, on est super contents d'être là. C'est super fun. C'était important pour nous de marquer cet événement parce que notre établissement et nos élèves, nous sommes inscrits dans une histoire. Et voilà, et donc on est des héritiers de ces 4 premiers frères qui sont arrivés il y a 165 ans et on continue à faire vivre leurs valeurs et à porter leur message. La 25e édition du Salon du Livre continue place Tohata. Thomas Tel-Iteporoarei et Taïva Ribé se sont intéressés au dernier livre de Daniel Margueron, Tahiti, une vie au fil de sa littérature. Ce docteur en lettres fut enseignant, formateur, éditeur et directeur de lycée, mais aussi un homme amoureux des livres. Regardez. La question de l'oralité est centrale en Polynésie. Elle a forgé une identité culturelle forte. Mais elle a également créé des réticences face à l'écriture. À ce jour, tout est fait pour la surmonter. Lui, à l'écriture chevillée au corps. Ce n'est pas rien. Son livre, ce n'est pas le premier. Tahiti, une vie au fil de sa littérature est le reflet de sa passion et de ses années d'expérience en Polynésie. Mes découvertes de la Polynésie, mes enracinements dans l'enseignement, l'Église protestante longtemps et la littérature, avec une vision peut-être hors des sentiers battus de ce pays que je connais quand même depuis maintenant 50 ans. Depuis la traduction de la Bible dans les années 1830, la lecture de la Bible et l'écriture des enseignements tels que les faisaient les missionnaires, les pasteurs, etc. L'écriture est quand même à presque 200 ans quand même en Polynésie. Mais ce qui n'a pas existé longtemps, c'est la littérature de fiction.
Daniel Mergrand possède 4000 ouvrages concernant le pays des Maoris et plus largement l'Océanie. La transcription d'histoires traditionnelles, de chants et de légendes peut servir de pont entre les deux formes d'expression. L'écriture est, on va dire, nécessaire. Pas parce que c'est obligé qu'on écrit, c'est parce que nous avons des choses à dire à notre façon. Et cette façon-là, on l'a déjà démontré par notre oralité. Le orero, le prapraura, on vit tout ça avec notre corps, avec notre voix, avec nos organes. Et l'écriture est sèche. C'est-à-dire, il n'y a que l'écrivain, devant une feuille de papier ou une machine, point barre. C'est un autre exercice. Et ça, on commence à y aller. Le grand livre de la littérature polynésienne jamais n'est refermé. Il vous reste tout de même 2 jours jusqu'à dimanche 19 octobre pour vous délecter des dernières sorties littéraires. La photographie maintenant et l'exposition de Paul Béjanin. L'aventurier a saisi les visages et les moments des habitants de Rapa aux Australes, situé tout au sud à 1200 km de Tahiti. Rapa n'a pas d'aéroport, il faut forcément arriver par la mer. Seuls 512 habitants résident sur cette île lointaine. Le reportage d'Outre-mer la Première. Sur la plus jeune des îles australes, Rapaïti, littéralement la petite Rapa, le climat n'est presque plus tropical. Les températures peuvent descendre à 9 degrés en hiver et les habitants vivent isolés de tout. Paul Béjanin, le photographe aventurier, a posé le pied sur ce petit paradis de verdure et de nature sauvage, le temps de quelques clichés, avec ces Français qui rêvaient d'un autre monde. Rapaïti, c'est une île que moi j'ai trouvé assez extraordinaire par plein d'aspects et qui est notamment prise un peu entre le monde occidental moderne et leur tradition, leur culture et en fait ce qu'ils essaient de préserver aussi. Donc c'est une île qui à la fois rêve, je pense, que le monde soit un peu comme eux, en fait. Il y a une forte vie en communauté un peu partout, des traditions, etc. Mais en même temps, c'est une île qui est aussi tiraillée. Ici, les éléments terre et eau sont généreux, les coutumes des Rapas aussi. La solidarité et la bienveillance sont ancrées dans la vie quotidienne. L'accès à l'île se fait uniquement par la mer. Le bateau ravitailleur en provenance de Tahiti ne passe que toutes les 6 semaines. La chasse et les pêches miraculeuses sont donc partagées, simplement entre toutes les familles. Le fait que ce soit une île qui est totalement isolée du monde, ça les a rendus écolos malgré eux. En fait, ils se sont très vite rendus compte qu'ils devaient préserver leurs richesses, leurs ressources et faire très attention à l'île qu'ils ont, parce qu'en fait, c'est leur bien le plus précieux. Que le jour où ils abîment leurs ressources, ils n'en ont plus. Il n'y a pas de remplacement possible. Et donc, ils font très attention à la nature depuis très longtemps. Les liens transgénérationnels sont restés intacts depuis des siècles. Les plus jeunes insulaires vivent dans le respect des aînés. Et les plus anciens sont accompagnés jusqu'à leur dernier souffle. Ça m'a complètement transformé, je pense que mes amis peuvent le dire, parce que ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses, et je vois les choses très différemment. Sur quelque chose de très simple, mais qui m'a frappé en rentrant, c'est les habitations. Dans nos grandes villes, on est les uns sur les autres. Ça fait réfléchir. En tout ça, on se dit, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Les 500 âmes de Rapaïti sont réparties entre 2 villages. La terre appartient à la collectivité et est régie par le Tohitu, le Conseil des 12 sages du Fénois. Il est reconnu par l'État français comme simple association, mais là-bas, il fait loi. William Elacotte est décédé mercredi. Contrôleur et inspecteur de l'urbanisme, il a dirigé l'Office territorial de l'habitat social et le Centre des métiers d'art. Président du conseil de l'administration de la CPS, il a fini sa carrière comme chef du service de l'artisanat. Sa veillée est prévue dimanche soir à l'église Saint-Étienne. L'information principale de cette édition, l'hôpital de Taoné, premier ambassadeur du don d'organes dans le bassin Pacifique. Cette labellisation décernée par le collectif Greffe Plus permet de valoriser le don d'organes pratiqué au CHPF depuis 13 ans maintenant. Au total, 177 greffes ont été réalisées par les médecins de l'hôpital. Au programme de votre soirée sur la première, la série Dans l'ombre sera suivie de la grande fête de Carcassonne. Voilà pour l'actualité de ce vendredi 17 octobre. On se quitte sur les images de Tahiti d'antan pour continuer de célébrer les 60 ans de la télévision en Polynésie. Belle soirée sur nos antennes.
toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.